tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui, comme vous l'avez vu, est un point lecture. C'est d'ailleurs le dernier point lecture avant un petit moment, avant le mois d'août, mi-août, puisque je pars en vacances et là où je vais, je ne tourne pas mes points lecture. Donc vous aurez le prochain point lecture, ce sera, on va dire, à partir du 15 août. Où vous verrez donc les lectures que j'ai engrangées fin juillet et début août. Voilà, donc dernier point lecture avant les vacances. Point lecture où je vais vous parler de 5 romans. Alors il y en a un, je vais vous en parler très rapidement, vous allez comprendre pourquoi. Et là on est plutôt dans du... Autant la dernière fois c'était plutôt un point lecture tourné vers la SFFF, donc science-fiction, fantasy, fantastique. Autant cette fois-ci on est plutôt tourné vers le thriller. Le roman contemporain. Voilà. J'ai un seul titre de... c'est même pas de la fantasy, je pense on le classe toujours en science-fiction. Rapidement, j'ai lu le tome 2 de Steam Sailor de Ellie S. Green, c'est aux éditions Gulfstream. Le livre est énorme parce que c'est une intégrale. Au mois de juin, j'ai lu le premier tome. Au mois de juillet, donc le tome 2. Et au mois d'août, nous allons lire le tome 3, je dis nous puisque c'est une lecture commune qui est organisée par Dorian, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur sa chaîne Monsieur Cabric, et on est 5 ou 6 à le lire dans le groupe sur Insta. Voilà, et du coup ça nous permet de sortir cette belle brique. Après il fait gros en intégrale, mais ça se lit vite parce que c'est du roman jeunesse, donc ça se lit relativement vite. Pour rappel, nous sommes dans un monde où en fait les bateaux ne naviguent pas sur les mers mais naviguent plutôt dans les airs, donc des sortes de zeppelins, de gros dirigeables. Et nous on va suivre une jeune fille qui s'appelle Prudence, qui est à la base guérisseuse dans un village. Elle va être enlevée par des pirates redoutables et puis elle va devoir intégrer l'équipage de ces pirates qu'elle va finalement trouver assez sympathique, et il va leur arriver des tas d'aventures. C'est très jeunesse, je dirais à partir de 12-13 ans ça peut le faire facilement. J'ai beaucoup aimé ce tome 2 parce qu'on fait un pas de côté, on n'est plus vraiment dans les dirigeables avec les équipages etc. On est avec deux équipes différentes qui vont se dispatcher à deux endroits différents pour essayer de retrouver des personnages. Je trouve que c'était intéressant. Elle écrit très bien. Voilà, vraiment, c'est de la jeunesse, donc moi c'est pas forcément, je suis pas le public cible, vous le savez, et ce sera pas un coup de cœur. Mais je trouve que l'autrice ne prend pas ses jeunes lecteurs pour des imbéciles, je tiens à le souligner, et qu'elle écrit vraiment très bien. Vous pouvez les trouver, bien sûr, ils sont sortis chez Pocket, dans la collection PKJ, qui est la collection jeunesse de Pocket. Voilà, donc je passe très vite sur ce deuxième tome. Ensuite, j'ai lu en lecture commune, c'était une lecture commune que j'ai organisée sur Instagram, Postmortem de Patricia Cornwell, c'est aux éditions Le Livre de Poche. C'est la première enquête de Kay Scarpetta, qui est médecin légiste. Et ma foi, on retourne 30 ans en arrière, parce que je crois qu'on est dans les années 90, il me semble. Et ça se sent. Voilà, ça a quand même vieilli, mais j'étais très curieuse de découvrir cette série qui compte 28 tomes. Donc moi je pense que j'ai lu celui-ci, je voulais découvrir le personnage de Kay Scarpetta, je voulais découvrir la plume de Patricia Cornwell que je n'ai jamais lue. Alors c'est pas une mauvaise lecture, mais je pense que si je l'avais lu il y a peut-être 20 ans ça m'aurait beaucoup plu. Mais c'est vrai que ça a vieilli. Après c'est assez marrant de comparer entre ce roman qui est quand même axé sur les sciences et toutes les technologies qui ont avancé. Alors dans ce roman on va suivre Kay Scarpetta, comme je vous l'ai dit, qui est médecin légiste en Virginie, voilà, à Richmond, et en fait elle va enquêter sur un serial killer qui s'introduit en fait chez des femmes, qui les viole et qui les tue, et il a toujours le même mode opératoire. Donc on est vraiment sur une intrigue très classique. Après on est du côté du médecin légiste, donc c'est assez intéressant. On est aux prémices de l'avancée de l'ADN, etc. Et c'est assez marrant de voir qu'à l'époque, on ne croit pas forcément en la possibilité de ce que peut révéler l'ADN des suspects.
Mais ouais, je tiens à souligner quand même que ce roman, il a vieilli, d'accord, certes, mais en fait, il faut vous dire en lisant Patricia Cornwell qu'elle a ouvert, c'est elle en fait qui a ouvert la porte en littérature à ce genre justement de romans de polar, de romans policiers de polar. C'est une des premières à s'être mis non pas du côté des policiers mais du côté de la médecine légale. Et c'était révolutionnaire pour l'époque en fait de faire ça. Donc elle était vraiment novatrice. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, il y a des passages où on rigole quoi, parce que, enfin on rigole, on se moque gentiment, mais parce qu'on a fait des progrès énormes en technologie, en sciences, et c'est assez, en fait c'est très intéressant d'un point de vue presque historique de voir comment on travaillait à l'époque, parce qu'elle s'est vraiment, je pense, appuyée sur des enquêtes, elle s'est vraiment appuyée sur des données scientifiques, donc c'est très très intéressant. L'intrigue, je vous dis, elle reste hyper classique, il n'y a pas de grosses révélations. Voilà, c'était à découvrir et je suis très contente d'avoir découvert la plume de Patricia Cornwell. Ensuite, j'ai lu, alors celui-ci, Je m'appelle Eva, de Suzanne Golding, c'est aux éditions de L'Opportun, donc c'est les éditions de L'Opportun qui ont créé un nouveau label qui s'appelle Nisha, je me trompe pas, hein. Ouais, Nisha, etc. Et en fait qui met en scène, qui met en avant des femmes, des personnages, des héroïnes fortes. Donc ça c'est un service presse que l'attaché de presse des éditions de L'Opportun m'a proposé. J'ai accepté parce qu'on est sur le thème de la Seconde Guerre mondiale qui est un thème que j'aime beaucoup. Donc on est dans un roman plutôt historique, j'ai envie de vous dire. Alors, les 100 premières pages, je me suis demandé où est-ce que l'autrice allait nous amener, parce que j'étais pas hyper convaincue par ce qu'elle nous racontait. On est en fait avec Evelyn, qui est dans une maison de retraite, elle a 90 ans, et en fait... et sa nièce, oui sa nièce vient lui rendre visite. Donc on comprend que Evelyn était plutôt richement dotée, elle avait un domaine qu'elle appelait, un manoir qu'elle appelait Kingsley, qui va revenir à sa nièce, puisqu'elle elle a été veuve très tôt, elle n'a pas eu d'enfant. Donc c'est sa nièce qui va hériter, une nièce qu'elle porte pas vraiment dans son cœur, mais c'est réciproque, une nièce qui s'en fiche en fait. Evelyn se dit qu'une fois qu'elle aura Kingsley, elle va tout bazarder, elle va tout vendre, voilà, donc ça lui fait vraiment mal au cœur. Parce que c'était vraiment sa maison à elle, son manoir à elle. Elle était passionnée de jardinage, enfin elle avait vraiment, elle avait enfin c'était vraiment un domaine immense, extraordinaire. Et Evelyn est assez coquine puisqu'elle fait tourner en bourrique sa nièce en lui faisant croire qu'elle n'a pas toujours toute sa tête. Et un jour sa nièce se pointe en lui disant ma tante, j'ai trouvé dans des valises des passeports au nom d'Eva. J'ai trouvé des armes qui sont pas des fusils de chasse, qu'est-ce que c'est, etc. Et de là, une enquête va être déclenchée et on va retourner dans le passé d'Evelyn qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, se faisait appeler Eva. Donc très rapidement, dans le premier chapitre, dans les premiers chapitres, on a une alternance entre les années 40, où elle écrit à son mari, Hugh, qui est envoyé en France, je vous ai pas dit ça se passe en Angleterre, hein, qui est envoyé en France et qui très rapidement, Eva en 45 devient veuve. Et en fait, donc on a ces lettres qui sont écrites à un mari décédé, où Eva est désespérée, les jeunes veuves, ils n'avaient même pas un an de mariage, elle était très amoureuse. On va avoir Eva qui devient Evelyn en maison de retraite, qui fait tourner en bourrique sa nièce et les enquêteurs. Et puis on va avoir ensuite des avancées, donc on va avoir les années juste après la guerre, on va avoir les années 80, on va avoir... voilà, tout ça, ça va avancer petit à petit, et en fait toutes les pièces vont se mettre au fur et à mesure en place. Ce qu'on comprend, c'est que Hugh a été envoyé en France pour une mission, en gros, suicide. En gros, il a été sacrifié par ses supérieurs, et que Eva va vouloir se venger. Elle va essayer de trouver les coupables qui ont envoyé Hugh à la mort. Voilà, donc on est un peu dans ce genre-là, on est sur du roman historique aussi, c'est un peu roman d'espionnage sans lettres, on est sur du roman historique parce que on est Seconde Guerre mondiale, et juste après ce qui se passe,
quand la paix est signée, qu'est-ce qu'on fait Notamment, il y a tout un passage que j'ai beaucoup apprécié. Qu'est-ce qu'on fait de tous les prisonniers, notamment polonais, qui avaient été envoyés en Allemagne dans les camps de concentration, d'extermination ou dans les camps de travail? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'ils sont... comment les Anglais, en fait, enfin, il n'y a pas que les Anglais, il y a les Américains, ont géré tout ça. La vengeance de cette femme, une femme qui est plutôt intelligente, puisque... elle fait tourner en bourrique les enquêteurs qui viennent l'interroger à propos d'une disparition. Et puis, petite surprise sur le gâteau, je m'y attendais pas, cette Evelyne, elle est pas si sympa que ça. Bon, j'en dis pas plus. Il y a des choses qui arrivent dans le bouquin où on se dit, ah oui d'accord, quand même, voilà. Donc, les 100 premières pages, c'était un peu compliqué pour moi, parce que je ne voyais pas où voulait en venir l'autrice, avec cette alternance de lettres, cette vieille femme qui est dans une maison de retraite, et puis on retourne en 40, enfin, je trouve que ça manquait un petit peu de dynamisme, et en fait, il y a un moment donné, en gros, quand sa vengeance se met en place, où là, ça devient hyper intéressant, et pour tout vous dire, il fait 400 pages, j'ai lu 300 pages en une journée, voilà, parce que c'était vraiment bien, et ouais, j'ai trouvé ça bien, et le dernier chapitre est aussi très beau. Je connaissais pas du tout l'autrice, mais je ne sais pas si elle a écrit d'autres choses, il faudrait que je me penche sur la question, mais vraiment c'était super à lire, je vous le conseille. Ensuite, j'ai lu un polar que m'a gentiment envoyé les éditions Gallimard, c'est Les Maîtres du Domaine de Jon Esbo, donc c'est dans la collection Série Noire. Attention, c'est une suite. C'est la suite de Leur Domaine, qui est depuis sorti en poche. Donc je vous conseille de lire Leur Domaine, et ensuite de lire Les Maîtres du Domaine, parce que sinon, déjà il y a des choses que vous n'allez pas comprendre, qui sont liées à l'intrigue précédente, et puis ça va vous gâcher votre lecture en fait, si vous ne lisez pas Leur Domaine. Donc dans Leur Domaine, qui est le premier tome, on découvrait, donc on est en Norvège, on découvrait deux garçons, deux frères, Roy et Karl Hopgard. Roy qui est resté au pays, qui travaillait comme mécanicien dans une station-service, et puis Karl qui était parti s'exiler aux États-Unis et qui revient. Et les deux frères ont des ambitions. Ils veulent faire de leur village un lieu touristique. Voilà, en gros. C'était ça, il se passait des choses. C'était vraiment un roman, le premier tome, sur la fraternité, sur ce qu'on peut faire pour la famille, jusqu'où on est prêt à aller. Et donc là on est dans la suite directe, donc on retrouve Roy et Karl qui ont monté, qui ont monté leur empire, voilà. C'est difficile de vous en parler sans vous gâcher, sans vous spoiler le premier tome. Et ils en veulent encore plus, en fait. Voilà, ils veulent encore étendre encore plus leur domaine, surtout que on menace, en fait, eux, ils habitent dans un petit village, une petite ville, hein, et en fait, il y a une route nationale qui dessert cette ville, et en fait, le gouvernement veut construire un tunnel un peu plus loin pour que les touristes n'aient pas à emprunter cette route nationale. Donc, vous imaginez bien que si ce tunnel se crée, les gens ne vont plus venir dans le village, et donc, c'est la fin du business pour les deux frères. Donc le début, c'est pareil, est un peu long, parce qu'on est un peu dans ce truc de business. Ils essaient de monter des magouilles, ils essaient de soutirer des pots de vin pour essayer de faire que ce tunnel ne se construise pas. Donc le début est un peu lent, et au bout d'un moment ça part. Et alors là c'était vraiment génial, j'ai retrouvé vraiment la plume de Jon Esbo, j'ai retrouvé la plume qu'on retrouve dans le premier tome. C'est toujours en fait un peu lent au début, mais il faut un peu s'accrocher. Et après il arrive des tas de choses à Roy, on se dit mais dans quoi il s'est mis? On est dans une explosion de violence. C'est encore une fois, c'est jusqu'où on peut aller pour protéger sa famille. Ils ont une relation toxique, il y a des morts qui s'accumulent. On se dit mais c'est pas possible quoi, ça leur... Et vraiment je n'ai pas pu décrocher de ce bouquin. Il faut vraiment vous laisser emporter. Je vous préviens, les 100 premières pages sont un peu longuettes, parce que voilà, on est dans ce truc un peu économique qui moi m'a pas passionné. Et une fois que ça part, une fois que l'intrigue se met véritablement en place et on comprend où veut en venir, notamment c'est le personnage de Roy, hein, je crois qu'il parle. Oui c'est ça, c'est Roy le narrateur. C'était hyper intéressant. On est dans des magouilles jusqu'au cou.
Et c'était vraiment très très bien. Je vous conseille encore une fois, lisez leur domaine. Et éventuellement après, lisez Les Maîtres du Domaine de Jon Nesbo. Et je termine avec un roman qui est un coup de cœur, que j'ai acheté au mois de janvier et que j'ai lu avec Audrey sur Instagram. Bon, vous l'avez vu passer partout. C'est Dans la forêt de Jean Higland aux éditions Galmester. Donc moi je l'ai dans cette très très belle édition collector chez Totem, c'est la collection poche de chez Galmester. Ouais, ça m'a beaucoup plu. Donc nous sommes avec une famille qui vit dans les bois en Californie. Je crois que c'est au nord de la Californie, d'ailleurs j'ai un marque-page. Hop. Et ils vivent, en gros la première maison elle est à 6 km. Et ils vivent avec, donc on est avec deux filles, on est avec Nell, donc Pénélope, surnommée Nem, et Eva. Pénélope elle veut entrer à Harvard, elle lit beaucoup, elle étudie beaucoup. Et Eva, elle voudrait faire de la danse, donc elle est tout le temps en train de danser. Ils sont avec leurs deux parents qui sont un peu à part. Le papa, il est un peu baba cool. Lui, ce qu'il a voulu pour ses filles, c'est les élever dans la nature. Donc elles connaissent bien la nature, elles sont dans cette maison au milieu des bois. Et puis un jour, il se passe quelque chose. Une catastrophe, on ne sait pas ce qui se passe. Mais peut-être un virus, on sait pas, une grippe, mais il y a une catastrophe qui, je sais plus comment ils appellent ça, le grand effondrement je crois, et en gros, eh bien les gens tombent malades, les gens meurent, il n'y a plus rien à manger dans les magasins, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'essence, et puis les filles très rapidement vont se retrouver orphelines. Elles ont 17 ans, hein. Nell elle a 17 ans, Eva elle doit être guère plus âgée. Elles vont se retrouver toutes seules dans cette maison au milieu des bois et puis elles vont apprendre à devoir survivre seules, sans leur père qui était là pour les guider jusque là. Voilà, donc c'est assez mystérieux parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui est arrivé, on fait juste des hypothèses sur ce qui a pu se passer, un genre de Covid en fait, et puis tout s'est écroulé au fur et à mesure. Et puis ces filles qui vont apprendre à récolter des fruits, à faire un petit jardin, à couper du bois. La menace n'est plus... la menace devient c'est bien les hommes toujours qui deviennent des menaces pour ces jeunes femmes qui sont seules dans les bois. On a cette relation, c'est aussi comment faire le deuil de ses rêves, de ses ambitions. Quand on a 17 ans, Nell qui voulait entrer à Harvard, qui tout d'un coup n'a plus internet, ne peut plus étudier, n'a plus accès aux livres, a très peu de feuilles, c'est tout bête hein, mais comment faire quand on n'a plus de cahiers, d'encre pour écrire. Eva qui ambitionnait d'entrer dans un ballet, elle peut plus écouter de musique, donc elle écoute de la musique dans sa tête, elle répète sans cesse, mais pourquoi en fait? Alors elle se berce d'illusions en se disant oui à l'automne l'électricité sera rétablie, il y a des on-dit, à Boston il paraît que tout a commencé à redémarrer, les gens du travail, il y a à nouveau de l'essence, etc. Mais ça n'arrive jamais. Donc on est à la fois dans cette dystopie, à la fois dans cette relation entre deux sœurs, à la fois dans du nature writing, comment survivre quand on est deux jeunes femmes au milieu des bois. J'ai une scène où moi j'ai beaucoup pleuré. J'ai trouvé ça très, très dur, très beau, une très belle scène. Il y a des scènes qui sont très difficiles. Il y a une scène qui fait polémique. C'est vrai que je vois pas trop ce qu'elle fout là. Je pense que l'autrice elle aurait pu... ça fait quoi? Ça fait un paragraphe, elle aurait pu s'en passer parce que je vois pas le truc là. Je vois pas ce que ça vient foutre ici. Bon, moi j'ai passé outre parce que je trouve que c'est un peu dérangeant. Enfin, c'est même très dérangeant. Mais je vois pas très bien ce que ça vient faire là. Mais vraiment, c'est hyper bien écrit. Voilà, on est dans cette espèce de désespoir, mais à la fois espoir. Qu'est-ce qui va arriver? Comment on fait pour survivre? Des choses qui font que quand la vie se résume à finalement se réchauffer, se mettre à l'abri, chercher à manger, qu'est-ce qui reste? C'était vraiment bien. Je vous le conseille. Donc il y a la suite
qui est paru il n'y a pas très longtemps. J'attendrai la sortie en poche, je pense. Mais c'était... je comprends en fait pourquoi ce bouquin a eu tant de succès. C'est vraiment un très beau roman. Et encore une fois, je vous le conseille. Voilà, c'en est tout de ce dernier point lecture avant les vacances, comme je vous l'ai dit. N'oubliez pas de me dire en commentaire s'il y a certains de ces livres que vous avez lus. Je pense que oui, certains vous les avez lus. Si vous les avez aimés ou bien pas aimés. Pas de soucis, on est là pour discuter. Dites-moi si je vous ai donné envie de lire ces romans que je vous ai présentés. Ce n'est pas la dernière vidéo, puisque la dernière vidéo que je vais vous tourner juste après, c'est un point sur ma palle science-fiction, puisque ma palle, le point sur ma palle fantasy a eu beaucoup de succès. Et dans les commentaires, vous avez été nombreux à me dire ah oui, ce serait sympa que tu nous montres ta palle SF. Donc je vais vous tourner ça juste après. Voilà, donc ce sera pas la dernière vidéo avant les vacances. En tout cas, c'est le dernier point lecture. Je vous laisse là, je vous souhaite de très belles vacances si vous avez la chance d'en avoir. Profitez bien de vos proches, profitez des amis, reposez-vous et surtout faites de très belles lectures. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!